Bonjour chers apprenants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons l'étude des mouvements. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des référentiels. On va continuer aujourd'hui avec une autre notion très importante, mais trois notions très importantes qui sont les lois de Newton. Les lois de Newton notamment sur le mouvement. Donc en fait, lorsqu'on étudie un mouvement, qu'est-ce qu'on fait? On va donc dire qu'on va choisir le référentiel, comme on l'a dit dans notre précédente vidéo. Une fois qu'on a choisi le référentiel, maintenant il faut donc qualifier le type de mouvement qu'on utilise. Soit ce sera un mouvement rectiligne, soit ce sera un mouvement circulaire, soit ce sera un mouvement hélicoïdal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour l'heure, il est question ici d'étudier les mouvements que nous voyons dans les classes de seconde, première et terminale scientifiques, notamment les mouvements plans, les mouvements rectilignes et les mouvements circulaires. Donc, aujourd'hui, nous allons nous atteler à parler des lois de Newton, comme je disais tantôt. Les lois de Newton qui sont la première loi est encore appelée le principe de l'inertie. La première loi de Newton, encore appelée le principe de l'inertie, qui stipule quoi? Comme vous allez le voir là dans la définition. En gros, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Ça voudrait dire que lorsqu'un objet, ou bien lorsque la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un objet est égale au vecteur nul, qu'est-ce qui se passe? On a deux cas de figure qui se présentent. Soit l'objet sera animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Si au départ il était en mouvement, ça voudrait dire quoi? Si je prends par exemple un fil, j'attache au bout un objet et que je me mets à tourner. L'objet, pendant que je tourne ma main, effectue un mouvement, on va dire pratiquement circulaire. Lorsque je vais arrêter le mouvement et que je vais lâcher le fil, l'objet va continuer en mouvement rectiligne uniforme jusqu'à ce qu'à un moment donné, la pesanteur va agir sur lui. Donc, lorsqu'il lâche le fil, la somme des forces extérieures égale au vecteur nul, étant égale au vecteur nul, va donc être animé d'un mouvement rectiligne uniforme, d'après la première loi de Newton sur le mouvement. Ou alors l'objet n'est pas en mouvement dès le départ, ça veut dire que lorsqu'il sera en équilibre, là par exemple, ce marqueur en équilibre, il va continuer à rester en équilibre. Donc, première loi de Newton, deux choses. L'objet est en équilibre, c'est-à-dire il n'est pas en mouvement, parce que dès le départ il n'était pas en mouvement. Ou alors, il est en mouvement rectiligne uniforme si dès le départ il était en mouvement. Peu importe le type de mouvement qu'il avait au départ. Dès lors que la somme des forces sera égale au vecteur nul, la somme des forces extérieures bien sûr sera égale au vecteur nul, alors il sera animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Et comme on le sait, lorsqu'on parle de mouvement rectiligne uniforme, ça voudrait dire simplement que la vitesse elle est constante, elle ne change pas, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est constante. Très bien. La deuxième loi de Newton est encore appelée le théorème du centre d'inertie, qui dit simplement que lorsque vous avez un objet, la somme des forces extérieures est égale à MA. MA étant le produit de la masse du corps en question et A, l'accélération. L'accélération du corps, du centre de gravité de l'objet. Parce qu'en général, on peut supposer que les objets sont des solides ponctuels, c'est-à-dire que toute leur masse est concentrée en leur centre de gravité. Donc, ça c'est la formule que nous utilisons en général lorsque l'objet est en mouvement de translation. Par contre, lorsque l'objet est en mouvement de rotation, on va plutôt dire somme des mouvements des forces extérieures J delta θ. Donc, ça c'est le TCIT pour un objet en translation. Le dernier T c'est pour dire translation. Et ça c'est le TCIR où le R c'est pour dire l'objet en mouvement de rotation. Le théorème du centre d'inertie pour un objet en mouvement de rotation est encore appelé les relations fondamentales de la dynamique. Et enfin, la troisième loi de Newton qu'on appelle le principe des actions réciproques, que la plupart d'entre vous ont vu dans les classes de troisième, est appelé principe des actions réciproques ou encore principe de l'action et de la réaction. C'est-à-dire que lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B dirigée vers le bas, alors réciproquement le corps B exerce sur le corps A une force F de A sur B dirigée vers le haut. De même direction, de même intensité, mais de sens contraire. F de A sur B vers le bas, F de B sur A vers le haut, de sens contraire. Donc on appelle ça le principe des actions réciproques. Donc maintenant, lorsqu'on maîtrise ces lois de Newton, comment est-ce qu'on les exploite lorsqu'on veut étudier le mouvement? On va donc parler de comment est-ce qu'on fait, quelles sont les étapes à suivre lorsqu'on veut résoudre un problème de dynamique, ou alors plus précisément, on va plutôt parler ici de cinématique, puisque l'objet est en mouvement. De cinématique. Très bien. Il y a quatre petites étapes à suivre. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Voici les quatre étapes bien énoncées que vous devez respecter de façon scrupuleuse pour pouvoir bien aborder vos exercices et être sûr en classe d'avoir tous vos points. Donc la première chose lorsqu'on veut étudier un mouvement, c'est d'abord de préciser le référentiel dans lequel on va se placer afin d'étudier un système. Ensuite, une fois qu'on a choisi le référentiel, on a vu les référentiels dans une précédente vidéo,
Une fois qu'on aura bien choisi le référentiel, on va donc préciser le système étudié. Qu'est-ce que j'étudie? J'étudie le mouvement, par exemple, de ce marqueur ou par rapport, par exemple, à la surface du sol, ou alors j'étudie le mouvement d'un avion par rapport à la surface du sol, et ainsi de suite. Une fois que je vais préciser le système que je suis en train d'étudier, je vais faire le bilan des forces extérieures appliquées au solide étudié. Quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur mon mobile pendant que j'étudie son mouvement? Lorsqu'il entre ce marqueur-ci, pendant qu'il est en mouvement, il est soumis à combien de forces? Donc, si on néglige les forces de frottement, on va voir qu'il est soumis uniquement à la force de son poids. Ensuite, on va donc appliquer le TCI correspondant. Ça voudrait dire que on va appliquer l'une de ces lois du TCI en fonction du mouvement de l'objet dont on veut étudier. Ça veut dire que si on prend une balançoire par exemple, l'enfant qui est assis sur une balançoire est en train d'effectuer un mouvement oscillatoire ou circulaire, on va dire demi-circulaire, on va donc exploiter cette relation-là pour pouvoir, cette relation-ci pour pouvoir appliquer le TCI. Et en général, pourquoi est-ce qu'on applique le TCI? On applique le TCI pour avoir ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur accélération. Une fois que je vais donc appliquer mon TCI, ça peut être somme des forces extérieures. Une fois que j'aurai appliqué le TCI, je pourrai donc déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Après avoir trouvé les coordonnées du vecteur accélération, j'applique cette relation-ci afin d'avoir les coordonnées du vecteur vitesse à un instant t quelconque. On va donc dire qu'on a déterminé les coordonnées horaires de la vitesse. Et enfin, je vais donc appliquer cette dernière relation-ci pour avoir les coordonnées horaires de la position, OM étant le vecteur position. Très bien. Dans cette histoire-ci, V0 est le vecteur vitesse à l'instant initial. Est-ce qu'à l'instant initial du mouvement, mon objet s'est déplacé avec une certaine vitesse? Ou alors, est-ce qu'à l'instant initial du mouvement, l'objet n'avait pas de vitesse? Exemple, si il lâche ceci en chute libre, à l'instant initial, il n'a pas de vitesse. Maintenant, OM0 représente la position à l'instant initial de l'objet dont je veux étudier le mouvement. À l'instant initial, mon objet se trouve où? Quelles sont ses coordonnées dans le repère? Le repère lié à quoi? Au référentiel choisi. Très bien. Donc, une fois que vous avez respecté tout ceci, vous pouvez maintenant, comme on va le faire dans une prochaine vidéo, comment est-ce qu'on va voir comment est-ce qu'on applique ceci afin de déterminer ou bien afin de résoudre un problème de cinématique ou de dynamique lié à quoi? Au mouvement, et puis en appliquant simplement les lois de Newton. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, de réagir, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser.